Lac d'à côté, là. On fond de la trame, là, c'est sûr. Bon, c'est pas mal plus calme ici. Et oui, ouais, c'est ça. C'est comme la porteuse, hein. C'est comme du Cristiano, on appelle ça, ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est parce que les conditions sont bonnes. Les Russes, on les copie pas tout le temps comme ça, tu sais. Fait que, mais là, c'est ça. Quand les conditions sont bonnes, ben, les autres ici, ils cartonnent, tu sais, comme, ils rentrent aux portes, là. Ouais, exactement. Exactement. Ben, les conditions sont bonnes, mais l'Europe passe plus fort que ça, me semble, certains jours, là. C'est peut-être de bonheur encore aussi. On va voir. QSK. QSK, good, QSK. Bonjour André, 73. Ici 14, Echo Delta 055 Mike sur le nord de France. Je salue également la personne qui t'accompagne. J'ai pas le prénom, par contre vous m'excuserez, il n'y a pas longtemps que je suis arrivé sur cette QRG. Donc j'ai reconnu ta voix André, c'est pour ça que je me suis manifesté. Hein. Voilà, 14 Echo Delta, 55 Mike sur le nord de France, 59 le contrôle pour toi André, et 59 pour l'autre OM du Canada également je pense. Je te retourne le micro André, 9 Alpha Lima 01 pour le groupe. OK, bien bonjour Mike, très heureux de t'écouter ce matin, cet après-midi pour toi. Oui, ben je suis accompagné de Steve, qui est à Saint-Anne-des-Lacs, pas tellement loin d'ici, lui il est dans les montagnes, en altitude un peu, mais lui aussi est à la campagne, c'est pas la ville, hein. Et puis, ben oui, j'ai encore en mémoire les dernières photos que tu m'as fait parvenir. Mais toi, là, quand tu pars avec ton vélo, là, tu pars tout le temps de chez vous, hein? Tu mets pas le vélo dans l'auto puis tu vas loin, hein? C'est toujours, c'est ça, hein? Tu te rends là-bas, tu visites, après ça, en tout cas. Toi, Steven, là, tu sais pas ce que tu manques, hein? Ouais, moi j'ai un peu de village. Moi, je fais des kilomètres. Je fais du tourisme à vélo. Grâce à Mike. Je vais prendre le micro avec Mike. Salut Mike. Steven. OK, merci du retour, André. C'est Steve en passant, c'est pas Steven. OK, Mike, 73, 51. L'opérateur Steve, indicatif le 9 Delta X-Ray 007. Donc, voilà. Bien content de t'entendre ce matin. C'est ce qu'on parlait un petit peu des conditions, là. On avait un peu de difficulté avec nos amis russes sur la 710, là, pas très loin. Et puis, ben, ici, c'est un petit peu plus calme. Donc, voilà. Je te retourne le microphone, Mike. Ok, Steve, pas de souci. Bonjour. Pour ma part, avec les QFM russes, là aujourd'hui je suis un petit peu plus tranquille à cette heure-là. Il y a 2 heures auparavant, effectivement, on avait beaucoup de difficultés passer les 27-600. Mais là c'est un petit peu plus calme sur cet azimut. Hein. La propagation tourne un petit peu et là c'est plutôt axé Centre-Amérique, Nord-Amérique. Également une bonne rétro ici avec le Sud France et la Grande-Bretagne. Hein. On a une rétropropagation Sud-France et Grande-Bretagne. Pour info, Steve, je me situe à 80 km au nord de Paris. 80 km au nord de la capitale française sur le département 60. Voilà André, oui pour ce qui est des dernières photos que je t'ai fait parvenir, en fait c'est sur le QTH Pro. Là c'était pas avec le vélo, hein. Tu verras je suis motorisé sur la première photo que je t'ai envoyée. Il y a un 2 roues motorisé là pour les raisons professionnelles, pour la distribution du courrier Hachi. Et en fait l'eau que tu vois c'est le canal de l'Oise qui sert au transport fluvial, notamment des péniches mais également des bateaux de plaisance. Voilà, donc c'est le canal qui est latéral à la rivière de l'Oise et qui sert au transport fluvial de marchandises mais également de plaisance. Et puis la dernière photo en panorama c'est un Niwi, ça s'appelle l'île de Janville avec quelques habitations, donc uniquement accessible par un pont. Et faut pas qu'il y ait de trop fortes précipitations puisque il y a des risques d'inondation comme tu peux le comprendre. Pour ce qui est des balades à vélo, effectivement, ça se fait toujours au départ du QR1. Donc toutes les photos que je t'envoie, tout ce que tu peux voir,
c'est uniquement en partant du QRA, et je vais dire le périmètre s'étend maintenant sur 40 km maximum autour du QRA. Moi, je suis plutôt sur 30-35 km puisque les sorties dépassent rarement les 60 km puisque je fais pas que du bitume, je fais aussi du chemin et c'est un peu plus cassant là. Voilà, quand on fait que du bitume, on peut faire une centaine de kilomètres assez aisément. Mais pour moi, le plaisir est aussi de profiter de la campagne et taper un petit peu de chemin de terre, des cailloux, etc. Donc, il faut des efforts supplémentaires, bien que ce soit plat, hein, c'est pas la montagne ici, c'est très plat, mais tout de même, les efforts sont plus importants que sur le macadam. Voilà, je te retourne le micro, André, je suis désolé d'avoir été un petit peu long sur ce passage. 9 Alpha Lima 01, 9 Delta X-Ray 07 Steve et 14 des 055 moi-même à ton écoute, André, à toi. Ok, 100% Steve, oui. Ben oui, je viens de remarquer, c'est motorisé, là, la poste. Ok, j'avais pas porté attention. Ouais, ben oui, c'est ça. C'est ça. Ok, je comprends. Là. Je vois que le bord de l'eau n'est pas élevé. Hein? Oh my God, s'il y a une pluie, c'est moins... Chez vous, ça arrive souvent qu'il y a des pluies fortes. Oh, ça doit... il doit y avoir des inondations sur une base régulière quand même, mais quelques fois par année. Là, Steve, à toi? Bon, je pense parler à Mike, André, là, t'as dit Steve 2 fois, là. Oh shit, ouais. Mais c'est ça. Mike, je me suis trompé. André aussi, c'est l'heure du petit déjeuner, là, puis j'ai vraiment de la fringale, donc je ne pourrai pas patienter plus que ça. Je vais vous laisser en QSO, et puis je vais reprendre, moi, peut-être dans une petite demi-heure, là. Si les conditions sont toujours là, donc bien content de t'avoir parlé, Mike, même si on n'a pas 5 ans QSO, on va te souhaiter une bonne journée, des bons DX, et puis on va sûrement avoir la chance de se recroiser sur les ondes. Même chose pour toi, André, bon DX, puis on se reparle après-midi ou tantôt, là, si t'es sur les ondes. Là. Moi, je vais quitter. Ici 9 Delta X-Ray 007 qui termine. Oui. Ok, Steve. Hein. Bah écoute, ouais, je pense qu'on aura l'occasion prochainement de pouvoir faire un QSO plus long, puisque la propagation d'hiver étant revenue, les ouvertures sont régulières entre l'Europe et le Nord-Amérique. Donc, je réécoute André assez facilement maintenant, donc je pense qu'il en sera de même. Je serais bien content de pouvoir faire un QSO plus longtemps avec toi, Steve, et puis pouvoir t'enregistrer. Je suis également fan des enregistrements vidéo. Par contre, je fais pas de montage, moi. Je perds pas de temps comme André à faire les montages. Voilà, 73, Steve, je te souhaite une bonne journée. Peut-être à tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la journée. Ce sera avec grand plaisir. Et puis, sinon, profite bien, bon appétit, et puis bon DX pour les jours à venir. 9 Delta X-Ray 007, Steve. Je retourne le micro sur André pour les salutations, et je répondrai à ta question sur le prochain passage, André, par rapport aux inondations. Voilà, à toi le micro, André, pour les salutations vers Steve qui part en Poitiers. 73, Steve. Ben oui, Steve, ok. Bon petit déjeuner, puis oui, les conditions vont être bonnes toute la journée, là, comme tous les jours pratiquement. Ok, mais moi, Mike, juste avant que Steve s'en aille complètement, j'aimerais que tu me donnes des commentaires sur l'audio de Steve, même à comparer avec le mien, mon audio. Comment tu trouves son audio? Oui, tu pourras voir, André, puisque j'ai mis la caméra en route. Là dans le casque j'ai un meilleur rendu pour toi avec une tonalité je dirais un peu plus percutante pour ce qui est de ta modulation, André, mais la radio de Steve est également bonne. Par contre je sais pas sur quel type d'aérien il travaille, et surtout quel est son azimut, s'il travaille sur polarisation horizontale. Je saurais pas dire, je pense qu'il est vertical vu que tu m'as dit qu'il était en hauteur, mais je peux pas être convaincu. J'ai pas fait l'essai, j'ai pas changé d'antenne. Je connais pas les conditions de trafic de Steve, mais côté modulation, c'est un peu plus percutant pour toi, avec des signaux un peu plus forts également. Donc je sais pas, Steve, s'il est encore parmi nous, s'il peut nous dire un petit peu les conditions de trafic de sa station. Steve, à toi. Oui, pas de problème, Mike. Les conditions de trafic, le poste FT 950 de chez Yezu, microphone et le PR 781. Et puis l'antenne est une verticale 3 éléments directive à 60 pieds du sol, avec 100 watts de sortie, donc un petit peu plus modeste que le mien, André.
Ouais, ok, Steve, bien pris pour les conditions de trafic. J'ai pas du tout reconnu que c'était un Yaesu, mais forcément avec un micro hail c'est toujours difficile, et selon les réglages en plus, parce que le Yaesu offre quand même pas mal de possibilités de réglages. Pour ma part, je suis également équipé d'un FT 950, et puis le microphone est un MD100. Hein. Voilà, pour ce qui est de l'aérien, c'est une petite BIM, une Skyper, qui est actuellement dirigée vers vous. Voilà, donc non, c'est peut-être un tout petit peu de saturation sur la modulation sur la fin pour Steve, j'ai prêté un peu plus attention, mais ça reste d'excellente qualité, et je travaille au casque, hein, André, tu sais pourquoi, c'est pour permettre les enregistrements, donc je travaille tout au casque, et tu verras, si tu peux faire parvenir le lien de la vidéo à Steve, il n'y a aucun souci, je la uploaderai très prochainement. Voilà, je te retourne le micro, André. 9 Alpha Lima 01 pour Steve, encore parmi nous pour quelques instants, et 14 Echo Delta 055 à ton écoute, André, à toi. Oui, ben c'est ça. Alors, je savais pas que c'est le hasard qui fait ça. J'avais oublié que toi aussi, tu avais un 950, le même type de radio. Alors, tu vois, c'est dommage que moi, j'ai pas enregistré, Caroline. Parce que ça aurait été intéressant, toi qui as un 950, puis Steve qui a un 950, mais avec un microphone 781 de Hills. Fait que, en tout cas, je suis pas, en tout cas, j'ai bien hâte que tu m'envoies la vidéo, puis à ce moment-là, Steve va pas écouter son audio de l'autre côté. C'est certain que moi, j'ai un peu plus de puissance que Steve. Et Steve, quand il va mettre une antenne horizontale, oh my God, je vais avoir de la compétition. Parce que Steve est très bien positionné, hein, où est-ce qu'il est. Oui, quand il va être en horizontal, il ne sait pas, lui, le changement en réception et en transmission que ça va lui donner pour le DX. Prends ça, Steve, pour une autre transmission avant que tu quittes. Oui, pas de problème. Oui, effectivement, là, comme c'est parti là, je pense que le projet est un peu tombé à l'eau. Ça va sûrement aller l'année prochaine, mais l'année prochaine, c'est sûr, s'il n'y a rien qui a bougé, mon André, on va passer avec un petit bille, là. Horizontale, et puis c'est ça, j'ai regardé un petit peu tes vidéos, hein, des fois on est sur la même fréquence, donc j'ai eu la chance de comparer avec tes vidéos, j'ai vu que évidemment l'audio, même avec une faible réception, c'est différent, en horizontal c'est meilleur qu'en vertical, donc c'est peut-être ça la différence, en tout cas bien hâte de tester ça. Je me reviendra, André, Mike m'a parlé de saturation dans l'audio, je sais pas si je surmodule ou quoi que ce soit là. J'ai pas joué avec les réglages, pourtant ils sont pareils. À part peut-être le thème de voix, là. Donc, tu me reviendras avec ça, André, avant de quitter. Il va pas te l'expliquer lui-même, mais là, je suis à 100 watts présentement. Tu me reçois, c'est sûr que tu me reçois toujours, Mike. Oui, saturation, je comprends le terme. C'est parce que toi, ton compresseur est embarqué, hein? Oui, je peux le débarquer. Et voilà. On va pouvoir faire le test avec Mike s'il a mis sans compresseur. Le compresseur est désactivé, Mike, et puis c'est ça. Sinon, les réglages sont pareils. Tu me donneras tes commentaires. Oui, Steve. Donc effectivement, ça vient du compresseur, puisque lorsqu'il est désengagé, il y a un petit peu moins de saturation, et peut-être également la distance entre la bouche et le microphone. J'ai un petit peu de fading également en fréquence, donc c'est pas toujours évident de donner des bons rapports, mais là ça saturait pas. Hein. Le compresseur éteint, la qualité de modulation est la même, et on n'a plus le bruit de souffle derrière et plus aucune saturation du tout. Donc je pense qu'effectivement le FT 950 est assez complet et complexe également pour ça. Puisque pour ma part je travaille beaucoup avec la fonction monitoring pour faire les réglages audio, bien que j'ai pas l'oreille d'un expert, mais de l'autre côté c'est pas toujours la reproduction identique, et les tests en vidéo c'est pas mal, donc tu pourras voir, Steve, hein, compresseur enclenché et compresseur déclenché, ce que ça donne, puisque la caméra est toujours en route, et voilà, ça permettra également de pouvoir voir la différence. Voilà, on t'en retient pas plus longtemps, Steve, si tu veux passer à table, si tu veux t'échapper.
73, à toi, bonne journée. Et puis, si tu veux faire des tests, un de ces quatre, n'hésite pas à m'appeler. Ce sera avec grand plaisir que je mettrai la caméra en route et puis que j'enregistrerai tes différents essais avec différents réglages. Suffit juste de les énoncer en amont et puis ça permet de pouvoir optimiser un petit peu la qualité radio. Voilà, 73 Steve, et je te dis à très très bientôt. Je retourne le micro à André pour les salutations. André, à toi. OK, 100%. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien ton audio, Steve. Sans compresseur. Parce qu'avec compresseur, on voit que c'est forcé, hein. Il y a un petit craquement, comme disait, une petite saturation. C'est le bon terme, en fait, ouais. Le mot saturation, c'est le bon terme. Et puis, avec le compresseur, on voit que c'est forcé, là. Sans compresseur, parce que quand tu mets le compresseur, c'est la définition qui en prend un coup. OK? Et puis, audio. Puis sans compresseur, le message est encore un petit peu plus clair et plus propre. Et puis sur le wattmeter, je ne sais pas en wattage combien de watts tu perds, mais ça doit être des poussières, Steve, à toi. Ouais, je vais regarder, je vais te dire ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il n'y en a pas. Je vais chercher les mêmes pointes ou en tout cas quasiment identiques, là, comme tu dis, c'est pas me faire perdre des S-units à l'autre bout, là. Donc, on peut rouler sans compresseur, là. Proximité du micro, environ 3 pouces et demi, 4 pouces. Fait qu'un timbre de voix normal, donc, au pire, on va rouler avec ces réglages-là, là. Il n'y a pas de problème. OK, Mike, merci pour les commentaires, et puis, j'écouterai l'enregistrement, là, bien hâte de voir. Ouais. OK, Steve, pas de problème. Tiens, pour que tu voies un petit peu ce que peut donner la différence processeur enclenché, voilà, maintenant j'ai enclenché le processeur sur mon Yaesu et tu vois, sans toucher à aucun autre réglage, hein. J'ai juste enclenché le processeur, donc le compresseur modulation, et même dans le casque j'entends que ça sature, hein. Voilà, là tout est décroché et là j'ai juste mis l'équaliseur. Donc voilà, les réglages que j'utilise moi, c'est juste l'équaliseur, et le processeur je l'ai complètement banni, puisque même dans le casque c'est l'horreur, hein. J'ai des retourages dans le casque et c'est vraiment très très désagréable. Voilà, 73 Steve, et bonne journée, à très très bientôt, et pas de soucis pour les commentaires faits, ça sert également à ça, d'établir une communication radio. C'est aussi pour permettre de temps en temps à faire évoluer un petit peu le matériel et puis avoir des réglages optimum. Allez, à bientôt Steve, bonne journée, merci encore, et bon DX pour la suite. OK Mike, désolé, là j'avais accroché mon VFO, donc c'est rendu un petit peu plus loin. Ouais, c'est ça, on voit bien la différence, hein, exactement, ça sature. Je sais pas ton niveau de compression, moi j'étais à 30%. Je sais pas, on pourra peut-être faire d'autres essais éventuellement un autre jour, là. Le baisser jusqu'à temps d'arriver à un niveau d'audio, je dirais acceptable, mais sinon, hein, si ça fonctionne bien sans le processeur, pourquoi l'utiliser? Donc voilà. OK André, et puis Mike, je vous souhaite une bonne continuité de QSO. Moi je passe à table, on est parti. OK, bon appétit Steve, vas-y Mike. Oui, bon appétit Steve, et non, la qualité audio est bonne, hein. Il n'y a pas à dire, c'est juste pour chercher la petite bête là, hein, pour finir les réglages. 73 Steve, à bientôt, bye bye. Voilà, c'est fait. Ah oui, c'est que, vois-tu, je connais la qualité du radio, le 950, hein, c'est un excellent radio, qui a des possibilités, oui, et puis, ouais, c'est un bon radio. Quand je vois des gens qui achètent des radios, c'est quoi le nom, donc, tu sais, les radios sont tout le temps en fréquence, ces gens-là, avec ces radios-là, ça crie, je trouve ça dommage de dépenser de l'argent comme ça,
le genre Galaxy Saturn, puis Président, puis tous ces trucs qui vendent, et ça se vend quand même assez cher, 300-400 euros, peut-être 500 euros, alors qu'on peut se procurer un 950 usagé à peut-être 600-700 euros. Je sais pas si vous, le 950, c'est quand même un radio usagé, il n'y a pas de faire vendu. À quel prix ça se vend chez vous, un 950? Un 950 révisé, ici, ça vaut environ 900 euros, André, quand même. Voilà. C'est à peu près le budget qu'on trouve sur les petites annonces. C'est également la cote Argus des spécialisés, entre guillemets. Donc ça vaut aux alentours de 900 euros, peut-être un petit peu moins maintenant. Mais bon, il y a d'autres postes moins imposants que le 950 qui font également de l'excellent travail. Je sais que pour ma part, j'étais pas mécontent de mon 570 il y a quelques années. Et puis il y a un petit peu plus longtemps en arrière, je travaillais avec un 140 que j'ai toujours dans le shack. Voilà, donc là j'étais chez Kenwood auparavant et j'ai fait l'acquisition Yaesu par hasard. Hein, c'était pas un achat qui était prévu, mais bon, l'affaire s'étant présentée à moi, j'en ai profité après l'avoir essayé un petit peu. Et vu que je suis quand même relativement novice dans le domaine, ça a été un petit peu une chambre à gaz pour moi au début. Hein. Avec les menus et les sous-menus, je m'y perdais pas mal, mais bon, avec le mode d'emploi, on s'en sort. En faisant des essais, c'est agréable. Mais bon, je suis loin de l'exploiter à 100%. Je fais que de l'émission sur 11 mètres. Hein. Sur les autres bandes, je suis uniquement écouteur. À défaut de licence, et puis les antennes sont pas taillées non plus pour faire de l'émission ailleurs. Et pour l'écoute, j'utilise également le 570 où j'ai un long fil qui est branché dessus et puis qui me fait du bon boulot quand même. Donc voilà, sachant que sur d'autres bandes, les signaux sont beaucoup plus forts et plus constants que sur la bande 11 mètres. Mais je te dis, bon, moi le FT 950, je l'exploite environ à 30%. Peut-être pas plus, hein. Je fais pas d'émission numérique avec. Je travaille très peu hein, et uniquement à l'écoute sur les autres bandes. Et au niveau des réglages, c'est pareil. Hein. Avec les menus et les sous-menus, je te dis, de temps en temps, on a tendance à s'y perdre un petit peu. Et je préfère privilégier mon temps à parler dans le micro que à peaufiner les réglages. Là, je suis tombé sur des bases relativement propres et je m'y tiens. Voilà, pour revenir un petit peu sur les risques d'inondation, donc les photos que je t'ai envoyées, André, c'est un canal. Donc en fait, si tu veux, le débit est régulé par des vannes et des écluses. Donc le niveau est constant. Hein. Le niveau du canal est constant. En fait, c'est la rivière de l'Oise qui l'alimente. Et il y a des écluses un petit peu partout qui redéversent dans l'Oise ou pas, selon le niveau de ce canal. Voilà, donc s'il y a un peu plus de précipitation, en fait c'est l'Oise qui va se gonfler, la rivière qui passe à côté. Et s'il n'y a pas assez de précipitation, ben, le niveau de l'Oise va descendre pour alimenter le canal. Voilà le fonctionnement. Donc c'est un canal qui a été fait artificiellement par l'être humain pour pouvoir faire passer les bateaux sans dénaturer entre guillemets le lit de la rivière, puisque le lit de la rivière est toujours le même. Il y a uniquement le niveau qui est plus bas du fait qu'il faille alimenter ce canal. Voilà pour la petite info, André. Je te retourne le micro, 9 Alpha Lima 01 14D 055 à l'écoute. OK, sympa. OK, donc ouais, c'est ça, mais il contrôle le niveau, hein, OK. Est-ce qu'il y a une seule écluse ou il y en a plusieurs? Non, il y en a plusieurs. Hein. Donc il y a des écluses qui permettent de faire passer les bateaux pour les différences de niveau, hein, puisque le canal n'est pas au même niveau partout. Donc il y a plusieurs écluses. En fait, ils remplissent un bassin. Et après, le bassin descend progressivement pour faire descendre la péniche au niveau inférieur ou la faire monter, hein, selon qu'il remonte le courant ou qu'il le descende. Et donc il y a des écluses doubles pour faire passer de chaque côté. Il y en a qui sont simples, hein, donc là c'est un petit peu la queue de temps en temps. Et après il y a des écluses de déversement, voilà, donc qui sont complètement différents, qui sont sur les berges et parfois alimentés par un réseau souterrain.
Parfois c'est en surface, hein, ça dépend un petit peu s'il y a des routes à passer ou non. Mais tout est géré, je dirais, et contrôlé maintenant par des vannes qui s'ouvrent ou qui se referment selon le niveau de ce canal. Voilà. Ce qui est à l'étude, c'est un canal grand gabarit pour faire passer des péniches encore plus grandes. Mais bon, ça a un coût. Donc pour le moment, ça en reste là. Mais il y a une étude pour faire passer des bateaux de taille plus importante. Voilà la petite histoire de cette zone géographique, André. 9 Alpha Lima 01 14 D55. OK, 100%, Mike. OK. Et puis pour, quand c'est dans le sens contraire, pour remonter la côte, si je peux dire ainsi, à ce moment-là, c'est des pompes qui pompent l'eau. Oui, en fait, ça fait vase communicant entre les deux écluses. Une se remplit pendant que l'autre se vide. C'est le système des vases communicants, André QSL. Ouais. Ah, OK. Ah, OK, il n'y a pas un de pompe à ce moment-là. C'est l'eau d'en haut qui va aller se déverser via un tuyau et une vanne pour remplir en bas, c'est ça? C'est ça même. Je vais regarder si j'ai pas une photo plus explicite de l'écluse, puisque je t'ai pas envoyé toutes les photos. Ouais, celle-là va peut-être être plus explicite, c'est la sortie de l'écluse. Donc c'est géré par l'être humain encore, hein. Ce ne sont pas des écluses automatiques. Il y a ce qu'on appelle un éclusier qui est dans une tour et qui contrôle les feux de navigation, et c'est lui qui remplit les bassins ou non. Voilà, tout au moins pour l'écluse dont je t'ai pris la photo, hein. Voilà comment ça se passe. Donc oui, il n'y a pas de pompe hydraulique, hein. C'est par déversement, tout se fait par déversement, et des vannes, des portes qui s'ouvrent et qui se ferment pour laisser passer l'eau ou la retenir. C'est un système de barrage, hein, tout simple, et puis des portes s'ouvrent et un bassin se remplit pendant que l'autre se vide. C'est ni plus ni moins, je te dis, le système des vases communicants pour stabiliser l'eau. C'est une construction, je sais plus, qui a été réalisée dans les années 30-40, je crois. Faudrait que je fasse des recherches. Il y a des panneaux le long des berges, mais c'est vrai que je me suis pas arrêté à retenir les dates. Je les ai déjà lus, mais sans retenir les dates. Mais je crois que c'est une construction qui date d'entre les deux guerres, si mes souvenirs sont bons. Voilà, André. 9 Alpha Lima 01, 14 D55 à l'écoute. Oui, c'est encore les meilleurs trucs. C'est pas compliqué, c'est simple, ça brise pas d'ordinateur, pas de... Oh my God. Oui, et ceux qui nous ont précédés avaient des bons ingénieurs qui étaient brillants dans ce qu'ils faisaient, même à l'époque des châteaux. Oui, OK. Je vois la photo, là. OK. Je peux regarder ça, je vais l'agrandir. Et puis, ça déverse les photos. Ben oui, tout à fait. Oh, j'ai un grand respect de ceux qui nous ont devancés, hein, parce qu'il y avait des gens brillants. OK. Et puis, je dirais que la majorité des choses qu'ils ont inventées, c'était des bons trucs, hein. Ah non, écoute, ici également, il y a des trucs qui fonctionnent à l'ancienne, puis c'est fiable, hein. Ça ne brise pas, c'est fiable. Puis quand on met les ingénieurs là-dedans avec des ordinateurs, puis toutes sortes de trucs qui ça brise souvent, puis oh my God. Le tour de micro, hein. Ok, pas de souci, André, avec le 100%. Oui, et comme tu dis, souvent les constructions les plus anciennes sont les plus durables. Donc c'est vrai que nous on le voit par les monuments tels que les cathédrales ou les églises, hein, voire même les châteaux, puisque tu sais aussi qu'il y a beaucoup de châteaux dans ma région de par la proximité de Paris. Ce sont des constructions très très anciennes et durables. Il y a juste une partie d'érosion qui a abîmé les bâtiments, hein, puisque les pluies étant de plus en plus acides en plus maintenant, les pierres s'érodent au fil des années. Mais je veux dire, ce sont des bâtisses très très résistantes, et également
bâtisses faites pour durer, qui ont mis énormément de temps à être construites pour certaines. Hein, souvent, les constructeurs qui l'a commencé mouraient avant de pouvoir la finir, mais malgré tout, c'est encore debout au jour d'aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas des constructions que l'on fait aujourd'hui. Hein. Voilà, alors le canal a débuté en 1823, tu vois, je suis loin d'avoir dit vrai, et il a été réaménagé en 1883, et le canal du Nord 1913, donc je pense que l'écluse, ouais, c'est entre les deux guerres, hein, à mon avis. Il faudrait que j'aille voir sur les panneaux, parce que là il parle du canal, mais je sais pas si les écluses sont nées tout de suite ou pas. Si, donc apparemment, ouais, d'après ce que je lis, ce sera avant 1900, tu vois. C'est même pas entre les deux guerres, c'est avant 1900. Je pense qu'il y a eu une modification de fait entre les deux guerres, peut-être due à la destruction de la première, parce que dans ma tête, il y a des dates d'entre deux guerres. Et je pense qu'il y a peut-être une partie qui a été détruite, et c'est là où ils ont fait la deuxième écluse. C'est fort possible. Mais j'irai voir prochainement les panneaux, et puis à la limite je ferai une petite photo du panneau, comme ça j'aurai toutes les infos sous la main. Allez, je t'entends le micro, André. 9 Alpha Lima 01 14 ED55. OK, 100%, Mike. Oui, oui. OK, 1800 et quelques. Ah oui, ben oui. Je regarde la photo de la rivière Loise. My God, ben, en tout cas, moi ici, quand je regarde ça, la largeur de la rivière, on appelle ça un gros ruisseau, nous autres ici. Hein. Pour nous, c'est pas une rivière, c'est un ruisseau. Ouais. Ben oui, mais chez vous, il y a beaucoup de rivières, c'est comme ça, hein, c'est pas tellement large. Puis la rivière ne doit pas être tellement creuse non plus, j'imagine 3-4 mètres. C'est quoi la profondeur de la rivière? Ça ne doit pas être creux, ça, hein, quand même? Oh non, c'est pas très profond, André, hein. Du fait que ça alimente le canal, c'est pas très profond. Puisque le canal, lui, est un peu plus profond pour permettre la navigation. Donc forcément, le lit de la rivière s'est vu nettement descendre. Hein. Et au niveau courant, c'est pareil, hein, il n'y a pas un fort courant. Il y a des creux à plus de 5 mètres par endroit, puisque il y a des endroits où il n'y a pas de canal, c'est la rivière elle-même qui est utilisée. Hein. Le canal n'est pas d'un bout à l'autre. De temps en temps, le canal retombe réalimente la rivière, ce qui fait que à ce moment-là, ça s'élargit un peu plus. Mais il n'y a pas énormément de courant, hein, sur cette rivière. Par contre, c'est pas le fleuve de la Loire, loin de là. Mais sur la ville un petit peu plus bas, sur Compiègne, il y a plus cette séparation entre l'Oise et le canal. Hein, donc la navigation se fait sur l'Oise directement. Mais là, sur cette partie-là, ils ont été obligés de faire un canal, parce que sur la dernière photo que je t'envoie, en fait, c'est un bras de rivière. Et il y a beaucoup de virages, c'est très sinueux. Le lit de la rivière est très sinueux et très encombré également, hein, donc avec un fond qui n'est pas droit du tout. Il y a des creux de 5 mètres, et puis tu descends 150 mètres à pied. Là pour le coup, la photo que j'avais fait de l'île, j'étais sur les bords, et je voyais le fond relativement loin. Et par contre après il y a des creux un peu plus importants. Mais non, c'est pas très profond, et je te dis, il n'y a pas beaucoup de débit. Donc effectivement, par rapport à chez vous, où les rivières sont aussi alimentées, je pense, par la fonte des neiges, nous ici, il n'y a pas extrêmement de neige non plus, donc c'est uniquement des rivières alimentées par les sources. Hein. Donc c'est pour ça, ce sont des petits rues à l'origine, tels que ce que je peux te faire voir de temps en temps quand je fais du vélo. Et tous ces petits rues finissent par alimenter, se jettent tous dans cette rivière, qui elle se jette dans le fleuve, dans la Seine, qui ensuite finit son parcours dans la mer. Voilà. Donc là, ça reste une rivière de faible débit et pas de très grande importance, André QSL. OK, 100%, Mike. OK. En tout cas, ça doit être une belle rivière à se promener dessus, là, en petit bateau, en petite chaloupe, ou en tout cas. Oui, ça doit être intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour promenade en canot, en kayak? Ouais, on peut pas mettre un bateau trop gros, là, mais avec moteur. Est-ce que c'est permis d'avoir des bateaux à moteur sur cette rivière? Non, sur la partie que je te fais voir, il n'y a pas de navigation. Toute la navigation se fait sur les zones navigables, donc à l'endroit où je te parle, c'est le canal.
mais on y voit des kayaks, des avirons. Il n'y a pas de bateau à voile par contre, hein. Enfin, j'en ai jamais vu passer. Il y en a peut-être, mais à ma connaissance, j'en ai jamais vu passer. Quelques petits bateaux de plaisance. On a également des gens en jet ski qui l'ont déjà emprunté. Mais c'est principalement fait pour le transport de marchandises, hein. Voilà. La plus grosse population de navigants, je dirais, sont les bateliers qui transitent avec leur péniche et pour le transport de marchandises. Donc ça peut être de la céréale, ça peut être des pierres, etc. Ce qu'on y voit le plus, hein, c'est de la céréale. Bon, après je vois pas toujours ce qu'il y a dans les cales, mais également des extractions de sable par les carrières ou de cailloux, des choses comme ça. Voilà un petit peu ce qui transite, mais en plaisance, c'est très peu utilisé. Un peu plus l'été. C'est un peu plus utilisé l'été, mais par contre ils vont que sur les voies navigables. Donc la partie où je t'ai fait voir sur la dernière photo, celle-ci est non navigable. En fait, ça sert de port pour stocker les bateaux qui sont plus sur les voies. Donc il n'y a pratiquement pas de navigation, hormis tu peux voir un petit peu plus loin, il y a quelques bateaux qui sont stockés, mais en fait c'est dans l'arrière-cour de quelqu'un qui navigue beaucoup et qui stocke ces bateaux-là. Voilà. Sinon, il y a des endroits où tu peux pas passer du tout, hein. C'est pas assez profond pour permettre la navigation même de petits bateaux, hein. Il y aurait trop de risques d'accrocher la coque et de finir au fond de l'eau, André QSL. Ouais, c'est ça, les bateaux de plaisance peut-être peuvent circuler parce que ça prend moins d'eau, mais quand même, OK. Donc, ça veut dire qu'il y a des chutes au bout de ça. Si tu as des écluses pour traverser une région, ça veut dire qu'à un moment donné, la rivière, il y a des chutes. Des chutes, en tout cas, la rivière ne doit pas être plus creuse que moins d'un mètre parce que l'eau, à cause des chutes, il y a des nivellations, c'est ça? Ouais, c'est pas des grosses chutes, hein. Tu sais, nous, c'est très plat par chez nous. Donc il n'y a pas de grande différence de palier, hein. Il n'y a pas de différence de palier, donc il y a très peu de chutes, hein. Tu n'auras pas des creux de 2 mètres, hein, c'est impossible. Les plus grosses chutes se font dans les écluses, hein. Voilà, juste pour alimenter les bassins. C'est là où tu verras les plus grosses chutes, et encore sur de grosses écluses, hein. Il y a des écluses de différentes tailles. Mais j'essaie de te trouver un site ou des photos. Si celui-là a pas l'air mal, celui-là a pas l'air mal du tout. Photos de Jeanville, etc. Ouais, on y voit le canal, on y voit. Je vais essayer de te récupérer d'autres photos, pas celles que je prends, mais des photos prises par des vrais photographes. Et tu verras un petit peu comment c'est fait. Mais non, il n'y a pas de gros dénivelé, donc forcément il n'y a pas de grosse chute, André. Ok. Ben ouais, ok. Ben, c'est plutôt en tout cas, où est-ce que la dénivellation. Oh my God! Où est-ce qu'il y a c'est ce que je veux dire, hein, dénivellation de la rivière. Il doit, peut-être pas des chutes, mais je veux dire, ça ne doit pas être navigable dans ce sens-là. Ah oui, oui, ça y est, je comprends ce que tu veux dire. Oui, donc à contre-courant, de temps en temps sur la rivière, non, ça sera pas navigable. Pas navigable à contre-courant, tout au moins avec des bateaux de plaisance. Par contre, avec des kayaks, ouais, je sais qu'il y en a qui s'amusent un petit peu avec les kayaks, hein. Voilà, je vais essayer de te trouver, c'est des photos d'un petit peu plus loin sur Compiègne, puisque là, il n'y a plus de canal. C'est uniquement la rivière qui sert à la navigation, et tu verras une autre facette de cette rivière, hein. Parce que là, entre le canal et la rivière, c'est vraiment... là, tu vois, les berges sont bien droites, ça fait une grande ligne droite, hein, c'est quasi un circuit. Après, forcément, plus loin, même si les berges sont stabilisées, l'eau passe où elle a envie de passer, et c'est pas une grande ligne droite, hein, c'est sinueux, c'est plein de virages. Et c'est un paysage complètement différent. Voilà. C'est un paysage qui est vraiment différent à quelques kilomètres, hein. Ce qui est joli à faire aussi, c'est la balade sur ce qu'on appelle le chemin du halage.
Donc tout le long des berges, il y a un chemin qui est aménagé et qui est interdit à la circulation motorisée. Mais par contre, tu peux t'y rendre soit à vélo ou soit à pied. Et de nombreuses personnes l'utilisent pour se rendre d'un village à l'autre. Et ma foi, c'est aussi fort agréable. Puis comme tu peux voir, c'est bien vert chez nous. Hein. Voilà, c'est bien vert de par le climat. Voilà, je te retourne le micro, André. 9 Alpha Lima 01, 14D55 à l'écoute. 9 Alpha Lima 001 qui reprend, ouais, c'est ça, oui. Oui, j'ai regardé, là, je vois ça. My God. Ouais. En tout cas, c'est une belle région. Comment je te dirais bien, c'est beau les vieux pays quand même, hein? C'est ça, bien sûr que c'est beau les vieux pays, la France, parce que ça fait tellement longtemps que vous construisez quand même, hein? Nous ici, c'est un pays tout neuf, 300-400 ans, bon, il y a tout à faire encore, hein? C'est pour ça qu'on a besoin d'immigration qui vient de la France. Chez vous, vous êtes trop nombreux, alors vous venez au Québec, bâtir le Québec à Chi. Oh my God. Quand est-ce que tu viens t'installer, Mike? Quand est-ce que je viens m'installer au Québec? Oh, je sais pas, c'est pas au programme. À Chi. C'est vrai qu'il y a pas mal d'exodes, hein. Il y a pas mal d'exodes. Beaucoup de Français vont s'installer soit au Canada ou soit dans les dom-toms, hein. Il y en a qui aiment bien les îles. Pour ma part, je suis de souche, hein. Je suis né dans cette région. J'y suis installé depuis toujours, et puis il y a quelques générations qui sont là aussi. Et je vais avoir du mal à l'exode, hein. Mais bon, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est soit quand j'aurai cessé toute activité professionnelle ou alors quand je serai contraint et forcé de cesser les activités. Puisque pour le moment, la petite famille s'est installée ici, et puis le travail est également sur place. Mais après, pourquoi pas visiter d'autres régions, mais c'est pas au programme pour le moment, André, ok? Oui, je comprends. C'est surtout les jeunes qui vont immigrer. Surtout les jeunes universitaires, ceux qui viennent faire des stages au Québec, et ils prennent goût, ils voient la différence entre chez vous et ici, pour leur carrière, leur futur. Et puis, my God, faudrait que j'aille chercher un café. Moi, là, j'ai la gorge sèche. Je salue Jean-François qui est venu me saluer. Bonjour, Jean-François. Et puis, écoute, si tu as 2 minutes, je vais aller me chercher un café. Puis, je vais t'expliquer un peu ce qui est le phénomène universitaire, en tout cas. Au niveau des adultes, j'en connais pas autant, mais surtout l'universitaire. Alors Jean-François, je te salue, puis moi je vais au café, je viens me chercher un café, je reviens juste le temps de me faire couler un café, là, puis 1 minute, sans plus, je reviens, Mike, ok? Ok, pas de problème, André. Tu sais quoi, je vais en faire de même. Je vais aller me faire couler un café aussi. Voilà, moi ça sera le café de l'après-midi, ce sera pas le café du matin. Y a pas de souci, André, QRX, et on se reprend après.